de transition, président provisoire, avec votre casquette de militaire, vous avez dirigé le pays pendant un certain temps. Est-ce que ce livre que vous avez rédigé vous a été inspiré, ou encore l'idée vous est venue par le fait que vous étiez président, ou encore par le fait qu'il y a actuellement un débat sur la nécessité d'une autre transition? Donc voilà, et Wendell. Et au début de l'année 2020, quand j'ai vu apparaître l'idée d'une transition, je me suis fait une introspection. J'ai été membre d'un gouvernement provisoire, d'un conseil de gouvernement déjà, le Conseil national de gouvernement. J'ai noté tous les tracas que ce conseil a dû traverser pendant sa gestion. Puis ensuite, moi-même, je fus président provisoire, comme vous le dites. Et je me suis rendu compte que les tracas que j'ai eu à traverser provenaient surtout d'une crise de confiance. Et généralement, je pense que c'est parce que j'étais provisoire surtout et que j'étais militaire qu'il y avait cette crise de conscience. Mais en poursuivant mon introspection, j'ai vu que même mon remplaçant à la présidente Tatouyo a eu aussi des difficultés, au point de connaître la prison politique après son passage au pouvoir. Et cette introspection m'a recommandé directement à une rétrospection. Je me suis dit, je devais voir dans l'histoire d'où ça vient, cette affaire de transition à chaque fois, etc. Parce que même les jeunes de moins de 40 ans connaissent déjà plus d'une dizaine de transitions en Haïti, de transitions politiques, de provisoires. Donc, j'ai été dans l'histoire pour voir comment cela s'est produit en Haïti. Donc, j'ai été depuis 1804, naturellement. Donc, j'ai vu que dès la mort de Dessalines, chose que j'ignorais, malgré que j'ai eu une éducation scolaire complète dans je pourrais dire, les meilleures écoles de la République, au petit séminaire collège Saint-Martial pendant les 3 quarts, et au lycée Toussaint Louverture à la fin de mon étude. Donc je me suis dit que j'étais étonné de voir qu'il y avait des choses que moi-même j'ignorais. Je ne savais pas qu'il y a eu un conseil de gouvernement après la mort de Dessalines. Je ne savais pas qu'il y avait eu un président provisoire après la mort de Dessalines. Donc ceci m'a porté à me dire que si moi je suis ignorant de ces choses, il y a une bonne partie de la population, de l'élite intellectuelle qui aussi ignore le passé en ce qui concerne cette affaire de transition politique. Et je me suis dit, entrons au travail, réalisons quelque chose pour le peuple haïtien, pour l'élite haïtienne, pour les élèves des écoles, pour la société entière, pour que tout le monde puisse savoir exactement, quand on parle de transition, de quoi il s'agit. Merci pour cette réflexion, cette page d'histoire que vous avez partagée avec nous, Général. Mais, alors, vous vous êtes posé la question pourquoi, et le résultat nous a permis de comprendre certaines choses. D'abord, il y a eu beaucoup plus de gouvernements provisoires, beaucoup plus de présidents provisoires que de présidents élus. Vous avez trouvé ça aussi? Ok. Maintenant, dites-nous, l'histoire des transitions politiques de 1806 à 2020, quoi de positif? Quelles leçons peut-on tirer de ces suites successives de gouvernements de transition de l'histoire d'Haïti? Voilà, et c'est précisément le but de l'ouvrage. Le lecteur doit pouvoir faire ses conclusions aussi. Par exemple, quand on voit dans un pays, et
sur 39 gouvernements qui ont eu des mandats, que ce soit des mandats à vie ou à durée limitée, et bien sur 39 gouvernements, 46 ont subi des coups d'État. Ou du moins, pas des coups d'État, je pourrais dire, ont dû laisser le pouvoir avant la fin de leur mandat. Et j'ai noté aussi... Alors, combien de gouvernements provisoires on a, au total, combien c'était? Des gouvernements provisoires, il y a eu 15 présidents provisoires, 15 conseils de gouvernement provisoires. Et il y a eu aussi 2 conseils des secrétaires d'État à occuper les espaces du pouvoir pendant les transitions. Donc beaucoup plus de gouvernements provisoires que de gouvernements élus. Au fond, il y a eu, dans l'histoire d'Haïti, il n'y a eu que 7 transmissions de pouvoir d'un président légitime à un autre. 7. 7 sur près de 60, 68 ou 69 gouvernements. 7 transitions. Et ceci a commencé seulement après l'occupation américaine. À partir de 1915, Dantignave a pu transmettre le pouvoir. Bono a pu transmettre le pouvoir. Bono a transmis à Wa a transmis à Vincent, Vincent a transmis à Lescaut, parce que Vincent était à la frontière de l'occupation. Il a transmis à Lescaut. Mais immédiatement après avoir transmis à Lescaut, il n'y a plus de transition jusqu'à 1996, quand la force multinationale est rentrée en Haïti. Est-ce que vous voyez ce que je veux montrer? Ce qui veut dire qu'on était à la frontière de l'occupation américaine. Vincent a transmis le pouvoir à Lescaut. Mais depuis, Lescaut n'a pas pu transmettre à Estimé. Estimé n'a pas pu transmettre à Magloire. Magloire n'a pas pu transmettre à Duvalier. Duvalier n'a pas pu transmettre à Maniga. Maniga n'a pas pu transmettre à Aristide. 96 est arrivé, le blanc est rentré, Aristide a transmis à Préval. Préval a transmis à Aristide. Donc c'est à la faveur de l'occupation. Donc l'Haïtien doit faire attention à cette histoire. Mon livre n'est pas un livre politique, c'est un livre historique et didactique, je pourrais dire. Oui. Puisque non seulement on va apprendre des choses, mais le livre va nous aider aussi à comprendre la réalité des Haïtiens. La réalité. Bon. Jusqu'à l'indépendance, jusqu'à l'occupation américaine, un seul chef d'État a pu passer au palais national et rentrer chez lui, c'est Nissan Saget. Et on a eu aussi Pierrot qui a bravé la conjoncture et qui, après avoir été renversé, s'était rendu à Tours du Nord finir sa vie. Mais après, tous les autres présidents, ou bien sont morts au pouvoir, ou bien ont été en exil. Oui. Et ça traduit quoi? Sur le plan sociologique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça veut dire que nous avons un problème. L'Haïtien veut toujours être gouverné par le parfait. C'est-à-dire que, et il n'y a personne qui soit parfaite. Ça veut dire qu'un président qui est là, dès qu'il commet des erreurs, on veut le renverser. On ne lui laisse pas la chance de passer comme un mauvais président de l'histoire. Pour passer comme un mauvais président de l'histoire, il faut avoir complété le cycle de mandat qu'on vous avait confié. Parce que vous pouvez avoir plusieurs stratégies pour atteindre votre fin. Mais si votre stratégie ne plaît pas à X ou à Y, au lieu de vous forcer à prendre le bon chemin, on vous écarte. C'est arrivé pour Jean-Jacques Dessalines au départ. Jean-Jacques Dessalines a été terriblement assassiné moins de 2 ans après l'indépendance. Bon. Et il n'a pas été assassiné par... Il n'a pas été assassiné par les Blancs.
il a été assassiné par des Haïtiens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la première grande le premier grand coup d'État sanglant qu'on a eu. C'est immédiatement après l'indépendance. C'est le premier coup d'État sanglant où l'empereur qui est le père qui est le fondateur même de l'indépendance, hein, a été mutilé et son cadavre a été abandonné par quelqu'un qu'on a qualifié de folle et qui a pu défiler. Mais on se demande vraiment, est-ce que c'était pas elle seulement qui était lucide à ce moment-là? La folle? Oui, la folle. Parce que comment penser qu'une folle puisse prendre des restes de cadavres sanglants au lieu de le manger ou bien de le jeter quelque part, etc., cherche un sac, amasse toutes ces choses, met dans un sac. Au lieu de jeter ça dans rentrer, aller au cimetière pour enterrer, mais c'est une question à se poser. Oui. Vous voyez? Je dirais, celle ou ceux que l'on croyait fous n'était pas véritablement le fou. C'est à se demander parce que il y avait une euphorie. La folie, c'est quoi? C'est la perte de contrôle de tout ce qu'on fait. Il y a eu même, d'après Fouchard et Covington, des gens qui sortent. Il y a même des jeunes, des enfants qui manifestaient à l'occasion de la mort de Dessalines. Des militaires, des civils qui manifestaient dans les rues. Hein? Et puis cette personne qu'on dit folle, a pensé à aller ramasser le reste qui fait qu'aujourd'hui, on puisse dire qu'on a les restes de Dessalines au mausolée des pères de la patrie. Et puis cette personne était folle. Pour parler de la mort de Jean-Jacques Dessalines, les causes étaient économiques ou politiques? Bon, voilà. Dans mon livre, je peux répondre à la question un peu, mais dans mon livre, je me suis borné à voir comment les chefs d'État sont rentrés, arrivent à occuper le pouvoir et comment ils sont descendus. Je n'ai pas étudié la gestion même des chefs d'État. Mais on sait que Dessalines est mort parce que il avait soulevé la question des domaines. Et vous savez que dans le système esclavagiste, les esclaves n'avaient rien. Et seuls les Blancs et les affranchis étaient propriétaires de terre. Et il avait posé la question. Et puis la question est arrivée comme ça. Et ceux dont les pères sont en Afrique, est-ce qu'ils n'auront rien? Voilà. À ce moment-là, il faisait voilà, allusion. parce que quand il a voulu séparer les terres et les instructions pour le contrôle des domaines, et a soulevé la réprobation de tous les propriétaires des terres, et non seulement les propriétaires affranchis, mais les fils des colons qui étaient des affranchis, qui voulaient hériter de leur père. Or, c'est ce qui a poussé cette phrase de Dessalines. Et les Noirs dont les pères sont en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Et c'est peut-être la base. Naturellement, il y a eu aussi des réprobations sur les affaires de massacre, etc. Mais la question fondamentale, c'est la distribution des terres de l'État. Vous étiez président provisoire également? Oui, j'étais président provisoire. Oui. Là, on parle président d'un gouvernement de transition. Président provisoire quand même, parce que le gouvernement, j'ai fait 3 catégories de personnes. Les personnes qui ont un mandat, les personnes qui n'ont pas eu de mandat, qui sont des présidents provisoires, et les conseils de gouvernement qui ne sont pas, il n'y a pas un chef d'État, c'est tout le conseil qui dirige le pays. Vous avez fait état général des difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant que président. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, un gouvernement de transition en Haïti pourrait apporter, je dirais, quelque chose d'intéressant à Haïti? Voilà, en principe, ça aurait dû être ça. Et ben, dans mon étude, j'ai vu que
la société haïtienne, ou plutôt la société politique, au lieu de considérer le gouvernement de transition comme leur partenaire pour réaliser la transition, dans le passé, je l'espère que ça ne sera pas, si toutefois malheureusement on devra arriver à cette extrémité, on a toujours considéré les gouvernements provisoires comme des adversaires, comme des ennemis. En principe, le gouvernement de transition n'aurait pas dû avoir d'opposition. Parce que c'est un gouvernement qui rentre, qui fait corps avec la société pour lui donner un successeur au pouvoir. Donc, il n'aurait pas dû avoir... Mais cette opposition apporte les gouvernements de transition à réagir. Donc, les gouvernements de transition, pour réussir, doivent avoir la collaboration totale de la société politique. Or, cette collaboration est très rare en Haïti. On a vu que, vous voyez dans le livre, le lecteur verra que les gouvernements provisoires qui ont réussi avant l'indépendance ont tous gardé le pouvoir eux-mêmes, pour eux-mêmes. Il y a eu, Christophe était président provisoire. C'est le premier président provisoire qu'on a eu en décembre 1807. Quand le Conseil des généraux n'a pas voulu conserver le pouvoir, le Conseil des généraux dirigé par Alexandre Pétion n'a pas voulu conserver le pouvoir et ont écrit un document pour désigner le général Christophe chef provisoire de la République. Le général Christophe, comme chef provisoire de la République, il y a eu des élections. Cette fois, c'est lui qui est arrivé comme président. Après Boyer, on a eu le conseil provisoire de Rivière. Vous verrez que Rivière a formé lui-même le conseil provisoire avec 4 membres, en donnant aux membres la faculté de nommer le 5e membre. Et les 4 membres ont nommé Rivière comme 5e membre, qui est devenu président du conseil gouvernement. Et puis, Rivière est devenu président après. Oui, donc les présidents provisoires, naturellement, et Saget était provisoire. Il a naturellement pris le pouvoir, et pas passé le pouvoir à Sylvain Salnave, mais après Salnave, il est redevenu président provisoire de notre conseil de gouvernement, qui l'a porté lui-même au pouvoir. Il y a eu ensuite, il y a eu Bois-en-Canal. Bois-en-Canal a eu une première présidence de conseil de gouvernement. Il a gardé la présidence pour lui-même. Et puis après, il y a eu une deuxième présidence provisoire de gouvernement. Il a passé le pouvoir légitime. Et après, il fut encore président provisoire de gouvernement qui a passé le pouvoir à Noël-Alexis. Là encore, je dois vous dire le caractère que j'ai trouvé nocif de ces présidents, c'est que le général Bois-en-Canal, président provisoire président provisoire pour remplacer le président Hippolyte, aussi, et avait Noël-Alexis au conseil de gouvernement. Eh bien, qui est-ce qui était en face de Noël-Alexis? Anténor Firmin. Anténor Firmin, bien formé, qui pouvait être le meilleur président de la République. Anténor Firmin pour sa formation, pour ceci, pour cela. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Bois-en-Canal ne voulait pas d'Anténor Firmin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commandé le peloton d'exécution de Sylvain Salnave. Or, Anténor Firmin a épousé la fille de Sylvain Salnave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pour empêcher Firmin d'arriver à la présidence, il y a eu la grande guerre civile qui a provoqué la mort de l'amiral Kilik. Vous voyez? Donc, il faut bien réfléchir pour les gouvernements provisoires, pour les gouvernements de transition. Et vous diriez quoi de l'implication du peuple dans les assassinats de présidents, ou encore dans les massacres disons même dans les assassinats de présidents? Parce que quand même, c'est pas
c'était pas les dirigeants eux-mêmes qui avaient pris les armes pour aller assassiner, pour aller tuer un président. Non, mais il faut voir que généralement, le peuple, bon, je ne dis pas comme le peuple la canaille, le peuple suit les leaders politiques. Naturellement, il y a parfois eu des débordements et de certains peuples ou partisans qui font des choses à l'insu même de leur chef. Mais généralement, c'est par le sommet qu'on peut diriger un pays et non pas par la base. Donc, on a eu... si vous voyez par exemple... D'autres personnes diraient le contraire. Hein? D'autres personnes, d'autres acteurs... Qui pensent que c'est le peuple lui-même qui fait les choses. Le peuple avant et eux, ils viennent après. Ah, c'est pas beau ça. C'est pas possible. Et pourquoi Ils leur disent quoi faire. Mais écoutez, je serais d'accord avec une telle conception si on devait fermer toutes les écoles de la République. Pourquoi les jeunes vont à l'école? C'est pour pouvoir avoir une formation. Et pourquoi un pays dépense pour former ses citoyens? C'est pour pouvoir avoir des citoyens capables de diriger tout le monde. Donc si maintenant, après toutes ces années d'études et choses, et que vous êtes exclus de des décisions majeures pour la République, eh bien, ça n'aurait pas de sens de vous éduquer. Donc, c'est pourquoi, très souvent, on aboutit à ce que prévoit la Constitution, qui dit que la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens cultes ou incultes, et l'ensemble des citoyens va choisir ceux qui vont le diriger. Alors, ce que l'on comprend en général, c'est que tous les gens qui sont au pouvoir sont toujours déterminés à y rester. Allez? À rester au pouvoir. Et vous avez fait l'expérience de président provisoire. Est-ce que vous n'avez pas été touché ou encore contaminé par l'envie de rester au pouvoir? Non, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, il faut voir aussi les contingences. Il faut tout mettre dans le paquet. Quand on considère mon arrivée le 17 septembre 88, on doit se rappeler, on doit savoir que dès octobre, j'ai lancé le processus électoral. Dès octobre, c'est-à-dire de 17 septembre au 8 octobre, il y avait un projet de décret sorti pour former le conseil. Projet, comme je vous l'ai dit, les gens pensent qu'ils sont des opposants au pouvoir, rejeté par la classe politique. C'était le collège électoral d'Haïti. On nous a reproché d'avoir utilisé le mot collège, etc., qui n'était pas dans la Constitution, une Constitution qui a été mise à l'écart par le gouvernement précédent. Quand je suis arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de Constitution du tout. Quoi qu'en 88. Hein? Quoi qu'arrivé en 1988. Ah, oui, en 1988, en juin 88, en avril, le juin. C'est parce que vous avez dit qu'il n'y avait pas de constitution. Oui, parce que la constitution a été écartée officiellement et le Sénat et la Chambre des députés dissous. Et le gouvernement précédent, le mien, gouvernait en dehors de la constitution totalement. Je suis arrivé dans cette situation, totale absence de constitution. Vous aviez l'armée derrière vous. Voilà, j'ai tenté les élections avec le collège. Ils ont dit qu'il n'y a pas ce mot dans la Constitution. J'ai dit au journaliste Jean-Dominique qui était venu m'interviewer sur cette question, il m'a dit, mais président, ça m'a fait, puis il n'a pas voulu qu'on fasse. Il me dit, ça m'a fait, puisque il dit son conseil électoral qui pour faire élection, m'a réuni tous les leaders, il a dit qui sont pour me faire, m'a fait lui-même. Et ceci en janvier. Et qui s'est passé après? J'ai organisé le forum national, le premier forum national qui a réuni 24 partis politiques et organisations socio-professionnelles. De ce forum, il y avait Sergi, il y avait
Bazin, il y avait tous les grands ténors démocratiques de l'époque dans ce forum. Ils m'ont présenté un projet que j'ai exécuté à la lettre. Leurs recommandations ont été publiées officiellement sur le journal Le Moniteur et adaptées et affichées telles quelles dans le décret que j'ai eu à signer. Et dans ce décret, j'avais inclus tous les consulats et représentations diplomatiques d'Haïti à l'étranger pour prendre le vote des Haïtiens qui vivent à l'étranger et conformément à une structure que j'avais montée qui s'appelait le Commissariat des Haïtiens d'Outre-mer, qui allait gérer la diaspora pour leur permettre de s'intégrer dans la politique nationale. Mais tout ceci a été occulté. Oui, mais j'ai l'impression que c'est la première fois que vous entendez que le peuple entend une chose pareille. Oui, j'avoue. Naturellement, j'ai eu un problème. J'ai installé le conseil électoral le 31 mars. Et non, j'ai pris le décret le 31 mars. Et j'ai eu le coup d'État le 1er avril. Vous voyez? Et c'est au cours de ce même mois que je me suis dit qu'après les recommandations de la classe politique à travers le forum pour les élections, je ne pouvais pas organiser les élections dans un vide constitutionnel. Donc, j'ai demandé à la Cour de cassation et tout de me conseiller comment faire. Ils me disent que je peux ramener la Constitution. Mais je leur ai dit que mais moi je ne suis pas un gouvernement constitutionnel. Il dit mais non président, vous n'aurez qu'à mettre quelques articles en veilleuse. L'article qui dit par exemple le gouvernement est civil, on le met en veilleuse en attendant les élections. L'article qui dit que pour faire des lois il faut la Chambre législative, on le met en veilleuse pour permettre les élections. Alors pour vous permettre de diriger. Pour permettre de diriger. Alors maintenant, les gens, loin de dire qu'il y avait toute la Constitution qui était écartée, les 400 combien articles, maintenant, la Constitution est revenue avec 36 articles en veilleuse et puis ils ne sont pas contents. Est-ce que vous voyez la chose? Très bien, très bien. Toutes les libertés étaient revenues, consacrées, à moins la Chambre législative, le principe de caractère civil de la présidence qui ont été mis en veilleuse. Vous voyez? On va observer la pause générale. Ouais. Et au retour, on fera encore un petit regard sur ce que vous avez réalisé pendant que vous étiez président. Très certainement, le livre noir de l'insécurité sera aussi présenté au public de Métropole. Et c'est sa 3e édition. Et les conseils qui sont dans ce livre noir de l'insécurité, j'imagine, je présume, pourraient aujourd'hui être utiles. Oui, je crois. C'est la raison. C'est pour 2 raisons. Premièrement, beaucoup de personnes... Est-ce que vous ne pourrez pas me donner les raisons?